Dans son opus engagé sur le capitalisme, Jean Ziegler, ancien rapporteur spécial auprès de l'ONU, décrit à sa petite fille Zora la sinistre réalité des conditions de travail des enfants au sein des bastions miniers privés qui exploitent le coltan dans l'est du Congo. L'accès à ce minerai est particulièrement difficile. Les puits sont parfois si étroits que seuls peuvent y descendre des enfants au corps frêle. Les veines de coltan sont situées à 10 ou 20 mètres sous la terre. La roche est friable, les éboulements nombreux. Les enfants sont alors enterrés vivants, étouffés dans les puits. Certes, l'accès au gisement de coltan est tellement difficile que seuls des enfants peuvent s'y aventurer. Mais détrompez-vous, ces enfants n'y vont pas de gaieté de cœur. Ils y sont guidés par des recruteurs qui sillonnent inlassablement les villages du nord du Kivu où sévit la faim, la guerre civile et le travail forcé des adolescents, s'épuisant pour un salaire de misère. L'histoire racontée par Jean Ziegler n'est qu'une facette de ce sombre tableau qu'est l'esclavage moderne. Un fléau qui, malheureusement, n'est pas confiné à une région ou un secteur. Il touche en première ligne les enfants et les femmes et imprègne nos sociétés à des niveaux insoupçonnés. Et contrairement aux idées reçues, le trafic d'humains dépasse les frontières de l'Afrique, se faisant même ressentir en plein cœur de l'Europe. D'après l'ONG Missing Children Europe, plus de 250 000 enfants disparaissent chaque année sur le vieux continent. Un exemple frappant est celui du jeune Ryan et 9 autres adolescents enlevés en avril dernier en Provence-Alpes-Côte d'Azur, puis relâchés suite à une mobilisation massive de la communauté maghrébine en France. Le trafic d'êtres humains se manifeste sous d'autres formes, le travail forcé, l'exploitation dans la mendicité, le mariage forcé, ou encore la forme la plus répandue lorsque les victimes sont contraintes à la prostitution. Malgré une mobilisation internationale, à travers notamment l'Alliance 8.7 avec l'appui des ONG pour lutter contre ce fléau, il n'y a aucune remise en cause du système économique qui, insidieusement, permet ces pratiques criminelles. Et pour appréhender le sujet dans sa complexité, nous avons fait appel à Gema Blasco, représentante de Free the Slaves, une ONG active sur le terrain. This is another underrated serious issue, human trafficking. Gema Blasco, welcome to l'Angle. Merci, c'est un plaisir d'être avec vous. First things first, please tell us about yourself, your credentials as well. Je m'appelle Gema Barda Blasco. Je suis responsable régionale en charge de l'Amérique latine et de l'Europe pour Free the Slaves. J'y œuvre depuis 2018. Free the Slaves est une ONG basée à Washington qui œuvre dans la lutte contre l'esclavage moderne depuis plus de 20 ans. Notre ONG a commencé son travail en Asie, en Afrique, et depuis 2018 à travers le projet que nous avons mis en place en République dominicaine. Nous avons commencé à travailler avec les pays hispanophones. Avant de travailler pour Free the Slaves, j'ai travaillé dans le gouvernement dominicain, précisément dans l'Institut national de la migration dédié à la recherche sur la population migrante. Et j'ai également collaboré à la conception du plan national contre le trafic, toujours dans la République dominicaine. J'y ai travaillé durant une vingtaine d'années en faveur des droits de l'homme et de l'égalité des sexes. Okay, so you represent the organization that you've just mentioned, Free the Slaves. What is the core purpose of your organization? Notre mission principale consiste à atténuer les conditions qui rendent les populations ou les personnes vulnérables susceptibles de tomber entre les mains des trafiquants. Nous focalisons sur le volet prévention. Vous savez, la pauvreté, l'analphabétisme, les discriminations de toutes sortes, en raison du sexe, de l'identité sexuelle, de la race, de la classe sociale, voire de la religion, sont autant de facteurs à l'origine de la traite. Il y a aussi la question climatique, tout territoire confondu. Les populations issues des zones et territoires sujets aux ouragans, aux tremblements de terre, aux catastrophes écologiques sont plus enclines aux flux migratoires. Your movement is mainly represented by women. Why is that? Il faut dire que la majorité des victimes sont des femmes et des enfants aussi. Donc peut-être que les organisations qui travaillent plus directement avec les victimes sont plus représentées par des femmes. Et dans le domaine juridique, par exemple, il y a plus une grande représentativité des hommes. Mais c'est vrai qu'en termes de solidarité et de soutien aux victimes, il y a plus de femmes. Mais il y a aussi une implication des deux sexes.
I thought men were afraid to talk, so that explains it. Statistics prove it anyway. What is your perception of human trafficking? Do you perceive it as an organized crime or rather a decentralized network that takes advantage of chaos? Je dirais que c'est un mélange des deux. C'est une évidence, la traite des êtres humains fait partie intégrante d'un réseau mondial de crimes organisés. C'est une organisation complexe, protéiforme, surtout avec la technologie. Il s'agit en général de réseaux très ramifiés, complexes, qui ont pour ancrage plusieurs bases dans différents pays. Et ce que nous remarquons dernièrement, c'est que, mis à part de ces réseaux complexes et sophistiqués, il y a aussi des systèmes qui sont plus proches des victimes. C'est malheureusement très courant entre amis, mais aussi avec des adolescents, des jeunes qui recrutent entre eux à des fins d'exploitation sexuelle également. Nous avons le sentiment que le trafic est lié à ces réseaux complexes, ce qui est vrai. Mais on devrait prêter plus attention à ces réseaux de trafic plus locaux qui sont plus proches des victimes, surtout pendant la pandémie du Covid-19. Okay, this is a dramatic and challenging issue, and in order to grasp the problem in all its complexity, I would like to explore the causes and effects that triggers labor trafficking. Human trafficking. Deep poverty, the current climate change, architecture, wars are creating constant vulnerabilities across the region, and I'm talking here about the MENA region since we're in Morocco. In any of the reports, though, that I've read or statements that I've listened to, representatives condemn the current economic system, capitalism, that is to some extent a socio-economic system based on the exploitation of men by men. Why? Bueno, el sistema capitalista se fundamenta en mercantilizarlo todo. Le système capitaliste est basé sur la marchandisation de tout, du corps des personnes, du corps des femmes ou des mineurs. Le temps de travail et la capacité des personnes, dans un mépris parfois, dans un mépris total des droits de l'homme. Cela fait partie des règles de jeu du marché où les droits de l'homme sont complètement bafoués. Et il est également important de souligner que le système capitaliste interagit à son tour avec le système patriarcal. Le système patriarcal qui est basé sur la supériorité masculine, et c'est pourquoi, malheureusement, ce type de crime engendre plus de victimes auprès des femmes. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'hommes dans le rang des victimes. Mais il y a toujours un nombre beaucoup plus élevé de femmes et de jeunes filles. Donc en résumé, je dirais que c'est la conjonction entre ces deux systèmes qui façonnent la dynamique des crimes dans le cas du trafic. Et c'est ce qui explique en l'occurrence l'omniprésence de la question du genre. Let me ask you another question. In Italy or Spain, for example, migrant workers are being exploited because they don't have a legal status. The workers know it, the bosses know it, and at the end of the chain, you'll have a Louis Vuitton bag or a fascinating Gucci belt, maybe in some industries. So when you use words like challenging supply chain, is this a way for you to point the deficiencies of globalization and capitalism? Bueno, aquí tenemos muchos retos con todo lo que tiene que ver con el trabajo Nous forzoso sommes y con las cadenas de confrontés suministro. aujourd'hui à de nombreux défis liés au travail forcé et aux chaînes d'approvisionnement.
Je dirais que la mondialisation en elle-même ne génère pas ce type de situation parce que c'est la mondialisation qui nous permet d'unir nos forces et de nous rapprocher d'autres organisations, à mener plusieurs plaidoyers politiques et à soutenir les questions et la lutte pour les droits de l'homme. Il reste que la mondialisation est aussi une structure dynamique dans laquelle différents systèmes interagissent entre eux. Les chaînes d'approvisionnement ne dérogent pas à la règle. Malheureusement, des formes de travail se sont répandues qui ne devraient en principe pas exister, qui impliquent par exemple le travail des enfants, le travail forcé. Mais comme je vous ai dit, l'ouverture sur l'international peut nous aider, par le biais de traités internationaux, nous aider donc à mettre à terme à cette situation. Il existe des mécanismes tels que la diligence raisonnable, qui sont des mécanismes promus au niveau international. Nous œuvrons pour leur mise en application dans différents pays et beaucoup de travail est fait dans ce sens. Le président de la Commission européenne a par exemple annoncé en décembre dernier que le travail allait commencer dans l'Union européenne pour interdire l'entrée de produits qui sont identifiés dans les chaînes d'approvisionnement, qui se caractérisent par le travail forcé et l'exploitation des enfants. Malheureusement, il s'agit là d'un concept nouveau. La loi sur la diligence raisonnable contre le travail des enfants vient juste d'être adoptée aux États-Unis. Ces projets que nous mettons en œuvre au sein des ONG tablent beaucoup sur la collaboration avec la société civile pour inciter les pays à intégrer donc la diligence raisonnable à l'ensemble des maillons de la chaîne d'approvisionnement. You know why I'm asking you these questions? Because NGOs are perceived as the breath of fresh air. So we need you guys to be tough in front of all kinds of injustice or abuse. I shall digress no longer. Can you describe the way you operate on the ground? Is it easy for you to reach out to people to collect data, for example? Bueno, es muy interesante porque lo de recoger data. Nous avons une approche communautaire. Nous travaillons toujours main dans la main avec des ONG locales qui, à leur tour, œuvrent au profit des communautés les plus vulnérables. Au fait, avant de fouler le sol d'un pays, on s'assure d'être bien au fait de ce qui se passe sur le terrain. Il est important de connaître le contexte local avant d'intervenir. Ce qu'il faut noter, c'est que lorsque nous intervenons parfois, sans connaître les spécificités et coutumes locales, au lieu d'apporter de l'aide, nous entravons le déroulement des opérations. Pour ce qui est des organisations qui travaillent exclusivement sur la traite, il n'y en a pas tant que ça. Les organisations qui travaillent avec les migrants doivent intégrer la traite des êtres humains. Des efforts importants sont consentis dans le choix des ONG locales qui sont actives auprès des populations vulnérables. Notre collaboration sur le terrain dure généralement 2 à 3 ans en vue de former ces communautés. D'abord, l'ONG puis les communautés créent ce que nous appelons des comités de population résistantes. L'idée de ces comités est de former une équipe de personnes de la communauté élues localement et qui sont formées à la traite, au droit du travail, aux droits des femmes, aux droits des enfants, au code du protocole de Palerme, au code du travail, en fonction de la situation de chaque pays et de la manière d'organiser un comité à la manière de faire du plaidoyer politique, de parler aux maires, de revendiquer leurs droits. L'idée est donc de faire en sorte que ces mécanismes puissent servir de référence au sein des communautés pour identifier les cas de traite
Lorsque vous voyez des jeunes filles aller à l'école et qu'elles portent soudainement des bijoux ou un téléphone portable très cher, pour nous, les communautés sont très importantes. Nous voulons qu'elles soient des agents actifs. Ce ne sont pas des personnes passives. Elles connaissent parfaitement l'injustice, la pauvreté, elles savent ce qu'elles subissent, mais parfois, elles n'ont pas les ressources pour atteindre une certaine autonomie. C'est pourquoi nous les accompagnons. Okay, what can your movement do in countries where you're not welcomed, countries that are not willing to cooperate with you? How do you address that issue? Bueno, en los últimos años... If you can name those countries. Okay. Bueno, te iba a decir, en los últimos años no... Ces dernières années, nous n'avons pas eu cette expérience directement dans les pays dans lesquels nous étions actifs. Mais il est vrai que s'il y a des résistances dans certains pays, pour nous, le seul moyen d'y arriver est toujours à travers la société civile, peu importe le pays ou la culture. Quand il y a beaucoup de restrictions ou de réduction des droits de l'homme et d'accès aux droits, il y a toujours une société civile active. Elle peut être plus ou moins invisible, mais il y a toujours une société civile active. Pour nous, l'intégrité et la sécurité des défenseurs et des militants des droits de l'homme sont également une grande préoccupation. Par exemple, nous voulons entrer dans l'Amazonie péruvienne où il y a de l'or et des mines illégales, où il y a beaucoup de narco-terrorisme et de trafic de drogue. Donc nous prenons aussi en compte les situations à risque lorsqu'un défenseur ou un militant des droits de l'homme est mis en danger. Et en cela, les situations à risque ne se limitent pas à la question de savoir si un pays veut entrer ou non dans l'Union européenne. Il existe également d'autres types de menaces que nous pouvons rencontrer, car nous ne pouvons pas oublier que ce type de criminalité ne se produit jamais seul. Et qu'il interagit toujours avec d'autres crimes, comme le trafic d'armes, le trafic de drogue, le terrorisme ou le trafic illégal de personnes. La falsificación de documentos siempre está interrelacionado con otros delitos. All right, here is a tough question for you. In November 2014, the ILO adopted what's called the Forced Labor Protocol. And Morocco is one of the countries that have ratified it, which insist on the obligations outlined on the protocol. So in 2016, and this statistic, you can find it on the IoT official website, and I speak under your supervision, there were more than 40 million victims of human trafficking. Today, we still have 40 million victims. So no progress? How come? Bueno, en primer lugar, los datos estadísticos, como te podrás imaginar, son muy complejos de tomar. Les données statistiques sont très complexes à interpréter. Il faut dire que les données dont nous disposons sont loin de refléter la réalité. Il y a beaucoup plus de victimes de la traite à des fins d'exploitation sexuelle et de personnes victimes de travail forcé. Et comme il s'agit d'une pratique illégale et illicite, il est très difficile de tenir un recensement fiable. Je crains malheureusement qu'avec la pandémie, il y ait davantage de recrues. Avec la pandémie liée au Covid-19, la vulnérabilité des personnes s'est accrue, ce qui met davantage de personnes en danger. Mais il faut dire que nous faisons du progrès. Nous avons pris des mesures, notamment en termes de législation, car nous croyons en l'état de droit. Nous avons besoin de cadres législatifs forts, ciblés et efficaces. C'est une grande bataille que nous menons dans chaque pays, car il convient de préciser ici que nous constatons que presque aucun pays ne consacre un budget pour la concrétisation de ces lois contre la traite.
C'est un grand handicap. Tous ces efforts consentis depuis la signature du protocole de Palerme, né au niveau mondial, ces efforts ne sont pas faciles à mettre en œuvre. Il y a des pays qui avancent plus vite que d'autres. Il n'est pas évident de réaliser un progrès rapide dans la lutte contre la traite des êtres humains. Comme je l'ai déjà dit, la Commission européenne indique qu'elle ne veut pas que des produits issus du travail forcé ou du travail des enfants entrent dans l'Union européenne. Les États-Unis mettent également déjà en œuvre ces types de mesures. Elles sont lentes, mais il y a du progrès. Cela dit, du point des victimes, le changement arrive toujours un peu trop tard. Mais je dirais que les choses se font concrètement. Okay, in terms of statistics, this is I want a short answer on that one. What is the most reliable source of information in terms of statistics? La más oficial. Bueno, es lo que te digo, es muy complejo. Ahora Je mismo, vous l'ai déjà dit, c'est assez complexe à mettre en œuvre. Prenons pour exemple l'indice global de l'esclavage qui est géré par l'Organisation internationale du travail, et tout l'enjeu est d'arriver à homogénéiser les statistiques collectées. Porque luego hay que ver, cada país toma sus propias cifras, ¿no? ¿Qué se cuenta? ¿Qué cuentas los detenciones, las víctimas? Tiene mucha complejidad el tema estadístico. Eso es otro hándicap. Cómo primero homogeneizar las estadísticas de los países para que cuando contemos globalmente estemos contando lo mismo. Ese es otro hándicap, es que luego en la práctica todo tiene su qué, porque estamos trabajando con muchos países. Pero normalmente hay un índice que les invito, hay una página que es el índice global de la esclavitud. Et c'est là d'où vient probablement ce fameux chiffre de 40 millions de personnes asservies. I see. Can you please talk about the United Nations Alliance 8.7? Bueno, esta alianza viene quizá para hacer un poco de feedback de esta Eh bien, je dirais que cette alliance vient peut-être pour donner un certain feedback. Je tiens tout de même à rappeler qu'en 2000, un accord mondial a été signé sur les objectifs du millénaire pour le développement et l'on espérait qu'une série d'objectifs serait atteinte d'ici 2015. Cette année-là, la plupart des objectifs n'avaient pas été atteints et nous n'avions pas réussi à éradiquer l'extrême pauvreté et la violence de genre sur cette période dans la plupart des pays du globe. Parmi ces objectifs de développement durable, l'objectif 8 est consacré au travail décent. L'objectif 8.7 porte plus spécifiquement sur le travail forcé, le travail des enfants, à l'esclavage moderne et au trafic d'êtres humains. Et donc, cette alliance 8.7 est composée de gouvernements, d'agences des Nations Unies et de la société civile. En ce qui concerne cette organisation, Free the Slave, nous siégeons au conseil d'administration en tant que représentants de la société civile. Et donc l'idée de cette alliance est d'impliquer les différents pays que l'on appelle les pays pionniers afin qu'ils puissent promouvoir toutes les mesures et tous les objectifs qui sont inclus dans l'objectif 8.7. Le rôle de la société civile est alors précisément de veiller à ce que ces gouvernements respectent ces objectifs et ces engagements. De que estos gobiernos cumplan estas metas y estos compromisos. So, by 2025, the United Nations Alliance 8.7 aim to take immediate and effective action, and I'm reading their press release, to eradicate forced labor and end modern slavery and human trafficking. Eradicate by 2025? Bueno, Again, how come? es un enorme reto. C'est un énorme défi. C'est compliqué. Il est impossible d'y parvenir en 3 ans, mais il est important de fixer des dates, de planifier et de fixer des objectifs parce que cela nous met en phase avec sur quoi nous devons travailler.
Je pense que les dates aident aussi à pousser les États et les sociétés civiles, malheureusement. Nous avons besoin de ce type de planification et à temps pour pouvoir faire pression sur les gouvernements pour qu'ils mettent en œuvre les mesures qu'ils ne sont pas engagés à prendre. Évidemment, il est très compliqué de tout éradiquer d'ici 2025. Mais tout le travail que nous avons fait est aussi un processus d'apprentissage riche en enseignements. Beaucoup de bonnes pratiques et de mesures ont aussi été conçues et ces derniers vont servir de catalyseur. Pero tenemos que seguir trabajando para ello. Probablemente haya que ampliar y extender el tiempo. How do you provide or bring justice to those victims? Maybe in countries in the MENA region, all the countries. How do you provide or bring justice to victims? That is the question. Sí, en nuestro trabajo comunitario, nosotros una de las primeros. En fonction de chaque objectif, il y a une série de mécanismes conçus pour les Nations Unies qui nous aident, nous, la société civile, à tout éradiquer d'ici 2025. Mais sur le terrain, la réalité est que les changements structurels s'opèrent dans le temps. Cela nécessitera donc beaucoup de temps. C'est un objectif très ambitieux, mais nous devons continuer à y travailler. Dans notre travail communautaire, l'un des premiers défis que nous devons relever et qui n'était peut-être pas autant pris en compte est de garantir les droits de la victime dès qu'elle est libérée. Nous sommes très préoccupés par la revictimisation de la victime lorsqu'elle entre dans le système judiciaire. Elle passe souvent par toute une procédure, d'abord avec la police, puis avec les avocats et enfin avec les juges. Et elles doivent tout le temps expliquer des événements très traumatisants et douloureux qui les affectent psychologiquement et les rendent anxieuses. Gemma Bardaghi Blasco, thank you so much. A vosotros, es un placer. Thank you.